selon vous, doit-on limiter la place centrale de l'énergie dans le débat climatique? Si oui, comment et par quel levier et au profit de quel autre sujet? Alors l'énergie, quand on regarde sa part dans le débat climatique, c'est à peu près le dioxyde de carbone issu de l'utilisation de l'énergie, c'est à peu près 55% des émissions planétaires de gaz à effet de serre. Et si on rajoute les émissions de méthane dues à l'utilisation de l'énergie, on arrive à peu près à 60%. Alors pourquoi est-ce qu'il faut rajouter des émissions de méthane? Parce que vous avez du méthane, vous normalement à l'agro, là vous savez à peu près comment se forment les combustibles fossiles normalement. Si vous ne le savez pas, il faut réviser vos cours d'urgence. Et donc au moment où le charbon se forme, il y a du méthane qui se forme également emprisonné à l'intérieur du charbon, absorbé dans le charbon. Et donc l'exploitation du charbon désorbe, libère du méthane. Donc c'est une source d'émission de méthane et on ventile les mines pour éviter d'avoir des coups de grisou, qui est précisément le moment où ce méthane forme un mélange détonnant avec l'air ambiant et les mineurs n'aiment pas les coups de grisou et on les comprend. Vous avez également du gaz, enfin du méthane qui est dissous dans le pétrole quand on extrait du pétrole. Pareil, c'est lié au processus de formation du pétrole. Et une partie de ce méthane s'échappe dans l'atmosphère au moment où on extrait le pétrole. Alors il y a des exploitations pétrolières où on le torche, c'est-à-dire qu'on le récupère, on le brûle. Il y a des exploitations pétrolières où on le récupère et on le réinjecte dans le sous-sol pour augmenter la pression dans le réservoir de pétrole et faire sortir plus de pétrole. Mais il y a des endroits où on le laisse s'échapper. Et enfin, vous avez des fuites de gaz qui sont liées à l'extraction du gaz lui-même, donc là, les gisements de gaz, vous avez des fuites de gaz. Et dans la distribution du gaz, vous avez également des fuites de temps en temps. C'est pour ça que de temps en temps, vous avez un immeuble qui saute à Paris parce que le gaz a fui. Alors, toutes les fuites de gaz, heureusement, il ne faut pas sauter les immeubles, mais vous avez des fuites de gaz dans le réseau de distribution. Et ces fuites de gaz sont très très loin d'être négligeables. L'ensemble de ces fuites de méthane sont importantes. Donc, si vous mettez tout ça bout à bout, l'énergie, c'est 60% des émissions de gaz à effet de serre. Mais cette école s'occupe de 30% restantes, par exemple, puisque l'agriculture au sens large, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Vous avez 20% dans les émissions agricoles directes, la fermentation entérique des ruminants, les émissions de méthane des rizières et les émissions de protoxyde d'azote liées à l'épandage des engrais azotés. Et puis vous avez 10% que je considère comme étant associés à l'agriculture, qui est la déforestation, parce que la déforestation est aujourd'hui essentiellement un processus amont de l'activité agricole. On coupe des forêts pour faire place à des champs. Donc vous voyez, et puis après vous avez un petit 10% qui sont des trucs divers, les émissions des décharges, c'est pas de l'énergie, les fuites de fluides frigorigènes, c'est pas de l'énergie, enfin bon bref. La calcination du calcaire dans les cimenteries, c'est pas de l'énergie. Donc tout mouillé, l'énergie c'est 60%. Alors est-ce qu'on peut ne s'occuper que de 60% d'un problème, vu la taille du problème? Non. Est-ce qu'on peut ne pas s'occuper de 60%? À l'évidence, non, non plus. Voilà. Est-ce que l'énergie, c'est la totalité du débat climatique? La réponse est doublement non. Donc non, parce que ça n'est entre guillemets que 60%, même si c'est un gros paquet. Et non, pour une deuxième raison, c'est que de plus en plus maintenant dans le débat climatique, il y a un sujet qui monte qu'on appelle l'adaptation, qui est un terme que je trouve un peu impropre, parce qu'on ne va pas s'adapter à tout. Voilà. Je ne sais pas si on s'adapte à sa propre mort, par exemple. Donc de temps en temps, vous avez des transitions qui sont suffisamment brutales pour que derrière, on ait une perte et pas la possibilité de remettre le système en l'état. Donc, je ne sais pas ce qu'on appelle exactement adaptation dans ce genre de cas de figure. Mais il va y avoir un vrai sujet qui est comment est-ce qu'on maintient au mieux la stabilité des sociétés et une relative abondance dans un monde dans lequel le climat va beaucoup changer. Et ça, ce n'est pas un sujet. Alors, c'est lié à l'énergie, parce que l'énergie est la capacité de s'adapter à tout. C'est beaucoup plus facile de s'adapter au réchauffement climatique, aux conséquences du réchauffement climatique. Plus facile de construire des digues si on a toujours des cimenteries et des tractopelles. C'est plus facile de nourrir les gens si on a toujours plein de camions pour faire venir la nourriture de là où ça pousse encore vers là où ça pousse plus, etc. Donc l'énergie permet de s'adapter à tout, enfin permet de s'adapter à beaucoup de choses. Donc il y a un lien de ce point de vue, mais c'est plus un lien émission, c'est un lien dépendance. Et puis il y a la partie agricole qui est une partie, donc on va parler plus tard, donc, qui est une partie centrale dans les émissions et également une partie centrale dans la question de la vulnérabilité. Parce que si on ne mange plus, s'occuper du reste devient un problème discutable. Et donc, s'il devait y avoir un autre sujet à mettre sur le devant de la scène afin d'aborder ce problème de vulnérabilité et les enjeux de transition, d'adaptation, lequel devrait être choisi selon vous? Tous. Tous, parce que quand on regarde en fait la civilisation actuelle, elle est née de la conjonction de deux facteurs. Elle est née d'une part de 10 000 ans de stabilité climatique,
qui a permis la sédentarisation de l'espèce humaine, le développement de l'agriculture et le développement des sociétés urbaines sédentaires que nous connaissons aujourd'hui. Ça, c'est l'héritier lointain de la stabilisation du climat. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers des grands cycles climatiques qu'on a connus à l'ère quaternaire, donc sur les 3 derniers millions d'années, mais vous faites un peu de géologie dans cette école normalement aussi, vous devez vous rappeler qu'il y a 20 000 ans, nous avons quitté la dernière ère glaciaire, donc un moment où la température moyenne de la planète était beaucoup plus basse pour des raisons astronomiques, hein, c'est pour ça qu'elle était beaucoup plus basse, et en l'espace de 10 000 ans, la moyenne planétaire s'est réchauffée d'à peu près 4 degrés, c'est ça la déglaciation, toujours pour des raisons astronomiques. Donc on a eu une transition climatique qui était, pour les capacités d'adaptation des sociétés humaines nomades de l'époque, rapide, et on ne pouvait pas s'installer quelque part, parce que quelques siècles après, 500 ans après, il aurait fallu totalement tout chambouler, les habitats, les espèces cultivées, etc. Donc à cette époque-là, les sociétés humaines sont restées nomades. Et il a fallu attendre la stabilisation du climat il y a 10 000 ans, parce que sur les 10 000 dernières années, avant le réchauffement actuel, la moyenne planétaire avait varié d'une fraction de degré seulement, hein, très peu. Il a fallu attendre cette stabilisation pour que s'installent les sociétés sédentaires, avec plus ou moins de succès en fonction des espèces sauvages qui étaient cultivées, enfin, qui ont pu donner lieu à des espèces cultivées. Il y a un excellent bouquin de Jared Diamond que je vous conseille là-dessus, de l'inégalité parmi les sociétés, qui explique très très bien comment les sociétés se sont mises à prospérer en fonction des espèces végétales et animales disponibles pour la culture et la domestication. C'est passionnant ce bouquin. Et donc, nous, on est les lointains descendants de cette stabilité climatique. Donc, cette stabilité climatique, si on la perd, ça va mettre cul par-dessus tête énormément de choses qu'on considère comme étant stables aujourd'hui. Et la deuxième chose dont notre civilisation actuelle est l'héritière, c'est l'abondance énergétique. Et en fait, on commence à sortir de cette période bénie où on a eu le bénéfice du service sans la facture du service, quelque part. Hein. Ça a été la fête du slip, mais on n'a rien eu à payer. Donc là, on commence à rentrer dans la période difficile où on va devoir à la fois payer la facture de la fête passée et avoir un peu moins d'abondance et de moins en moins d'abondance au niveau des ressources. Alors c'est systémique cette affaire-là, parce que quand on regarde bien, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans cette excellente BD qui s'appelle Le Monde sans fin, dont je vous rappelle que les excellents dessins ne sont pas de moi, parce qu'il faut être 2 pour faire une BD, c'est quelqu'un qui sache dessiner, ce qui n'est pas mon cas, enfin dessiner à peu près correctement, c'est que, en fait, cette stabilité climatique doublée de cette abondance énergétique explique le système des retraites, les études longues, les 35 heures, la tertiarisation de l'activité, l'égalisation homme-femme, l'urbanisation, la mondialisation, enfin tout y passe, hein, quand vous regardez bien. Donc est-ce qu'il y a un sujet à mettre plus particulièrement en avant? Non, et c'est bien la difficulté. La difficulté, c'est que nous, on est en général habitués à raisonner avec des priorités, toutes choses égales par ailleurs. Par exemple, vos priorités, enfin, ou vos plans de vie, s'inscrivent quand même globalement dans un monde dans lequel c'est toutes choses égales par ailleurs. On va rester en démocratie, votre diplôme vaudra quand même plus cher que celui de quelqu'un qui a fait un CAP de boulangerie, etc. Enfin, ce qui n'est pas un jugement de valeur, c'est juste une réalité économique. Donc vous raisonnez comme moi. Hein, or, tout va changer en même temps. Voilà. Et donc, dans un monde dans lequel ce n'est pas toutes choses égales par ailleurs, c'est toutes choses changeant par ailleurs, c'est très difficile de dire, là il y a telle priorité, puis le reste dans un premier temps, ce n'est pas la peine de vous en occuper. C'est bien toute la difficulté du sujet. Et c'est bien l'une des raisons pour lesquelles il y a tant de gens qui se disent, bon, demain il fera jour, je vais attendre après-demain pour m'en occuper, parce que ça a un côté très désagréable de se dire qu'on va devoir s'occuper de tout en même temps. Et est-ce que certains sujets comme la biodiversité, etc., qui resteraient en quelque sorte des constantes dans un équilibre planétaire, ne seraient pas d'intérêt justement pour que nous, humains, nous puissions garder quelque chose d'un peu constant, ou en tout cas qui restera après nous comme repère dans ces changements-ci? Alors intellectuellement, si, et en pratique, c'est là que ça devient beaucoup plus difficile. Le climat, il a la particularité d'offrir un dossier qui est désagréable pour la psychologie, mais simple pour l'action pratique. Il est simple pour l'action pratique à cause de ses caractéristiques physiques. Et la caractéristique physique principale qui le rend simple, c'est que les gaz à effet de serre sont des gaz à très longue durée de résidence dans l'atmosphère, parce que c'est des espèces chimiquement stables. Et comme c'est des espèces chimiquement stables à très longue durée de résidence dans l'atmosphère, le lieu d'émission n'a pas d'importance. Et donc, vous avez une monnaie fongible. C'est-à-dire que vous pouvez additionner, c'est légitime d'additionner pour le vêtement que vous portez,
les émissions d'extraction du pétrole, les émissions de la raffinerie qui a raffiné le pétrole, les émissions du vapocracker qui a commencé à faire des monomères, les émissions de l'usine plastique qui a fait les polymères, plus les émissions de l'endroit où on a tissé la fourrure polaire, là, avec, etc., plus les émissions du camion qui l'ont transporté jusqu'au magasin, plus les émissions de fabrication du carton, parce qu'évidemment vous l'avez acheté sur Amazon, mais ne le dites à personne, etc. Donc c'est légitime de faire tout ça, parce que toutes ces émissions produisent le même effet in fine dans une atmosphère dont le temps de brassage interhémisphérique est de l'ordre de l'année, alors que le temps de résidence des gaz à effet de serre dans l'atmosphère se compte en décennies, en siècles ou en millénaires. Donc c'est légitime. Mais pour la perte de biodiversité, comment est-ce que je peux additionner les 3 dauphins qui ont été zigouillés au moment où on a posé la plateforme pétrolière, plus les espèces d'orchidées qu'on a supprimées au moment où on a construit la raffinerie, plus les espèces de je ne sais pas quoi qu'on a détruites au moment où on a construit le vapocracker, plus... Voilà. Donc la tonne équivalent grenouille jaune, aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment. Et c'est un des sujets qu'on a à Carbone 4 quand on veut s'occuper de ce truc-là avec nos clients. Et par ailleurs, il n'y a pas de seuil de danger clairement identifié, alors que dans le domaine climatique, il y en a. C'est-à-dire, on est capable de vous dire, par exemple, pourtour du bassin méditerranéen, ça séchera de 10% par degré supplémentaire de réchauffement. Donc, vos anciens sont capables de faire tourner des très beaux modèles agronomiques en disant, ben voilà, à partir de telle élévation globale de température, on court le risque d'avoir en moyenne X% de blé en moins, X% de maïs en moins, etc. Peut-être qu'on devrait éviter d'aller s'aventurer dans tel truc qu'on voit comme étant une zone rouge, surtout que quand on voit le temps passer, on se rend compte que toutes ces estimations sont toujours globalement minimalistes et minimisent le risque. Bon. Pardon pour la répétition. Donc, vous avez un dossier scientifique très bien documenté, avec des seuils de danger raisonnablement identifiés, et on en a déduit un objectif politique, parce que les 2 degrés de réchauffement auxquels il faut se limiter, c'est un objectif politique. La science ne vous dit pas à 1,9 c'est tranquillou, et à 2,1 c'est ça barde. Non, c'est pas comme ça que ça se présente, mais on a quand même un objectif politique. Bon, on sait qu'à 2 degrés, il faut baisser les émissions de 5% par an, enfin, on sait tout un tas de trucs quantifiés. Donc on peut passer à l'action, ou plus exactement, on peut imaginer passer à l'action, on peut commencer à faire des plans, etc. Alors c'est difficile pour plein de raisons, mais sur la biodiversité, on ne sait pas si c'est ennuyeux sur le plan du bien-être de l'espèce humaine de perdre 5%, 10%, 20%, 30%. Est-ce que c'est très emmerdant si on perd 30% des moustiques et 0% des ours, ou plus emmerdant si on perd 30% des ours et 0% des moustiques? Enfin bon, donc il faut additionner les ours et les moustiques en tonne équivalent grenouille jaune, comme je disais tout à l'heure. C'est un truc, voilà. Donc c'est très difficile pour la biodiversité, déjà de s'extraire d'une vision anthropocentrée, parce qu'à titre personnel, enfin je ne sais pas si je préfère les ours ou les moustiques, du reste, parce que l'ours blanc, il me croque autant que le moustique. Mais donc c'est très difficile de s'éloigner d'une vision anthropocentrée. Les gens, la préservation de la biodiversité des moustiques, en général, les gens ont moins envie. Hein. Et puis, c'est très difficile de définir des seuils, et c'est très difficile d'en faire autre chose qu'une juxtaposition de problèmes locaux. D'accord ? C'est parce que l'érosion de la biodiversité dans l'Amazonie, moi je ne sais pas si ça changerait grand-chose au fond à la manière dont les Français vivent. Je ne sais pas. Je ne dis pas que ce n'est pas grave, je dis juste je ne sais pas. Donc c'est un dossier qui est beaucoup plus difficile à appréhender, tout simplement parce que la base scientifique de l'affaire et la base méthodologique qui permettrait aux acteurs de passer à l'action, les particuliers, les entreprises, les États, etc., elle est aujourd'hui plus embryonnaire, plus émergente, voilà, c'est un dossier qui est donc plus difficile.